Voici le Bowstring, un pont étonnant qui franchit la rivière du Prêcheur au sein de la commune du même nom. Cette petite bourgade de 1600 habitants située sur la côte nord caraïbe de la Martinique vit au pied de la montagne Pelée, le volcan tant redouté. Si aujourd'hui la montagne est en sommeil, les pluies parfois diluviennes dévalent ses flancs et font gonfler la rivière. En 2010, la commune est touchée par une importante coulée de boue volcanique, le lahar. Ces lahars ont fortement endommagé l'unique pont qui reliait les deux parties de la ville entre elles. Des habitants se sont retrouvés coupés du reste du monde. Si l'ouvrage est resté praticable, il ne garantissait plus aucune sécurité, ni pour les piétons, ni pour les véhicules. Au fil du temps, et au gré des caprices de la nature, l'ancien pont n'a cessé de se détériorer. En mai 2010, en fait, tout le lahar était passé par-dessus le pont. Donc il a fallu dégager l'ensemble du pont, il n'y avait plus de garde-corps, il n'y avait plus de trottoir, il n'y avait plus rien. Et au final, entre 2010 et le moment où on a livré le nouveau pont, les gens passaient sur un pont qui était en section réduite. Deux voitures ne pouvaient plus se croiser dessus et il n'y avait plus, le pont n'était plus sécuritaire. Alors en novembre 2013, l'ancien Conseil général de la Martinique lance un concours architectural de type AVP pour trouver le porteur du projet du futur pont. Cet ouvrage doit à la fois assurer la sécurité des usagers, être beau et surtout résister aux intempéries parfois virulentes dans cette partie du globe. Après délibération du jury, un projet sort du lot et remporte le concours. C'est un arc unique en biais par rapport à la route qui soutient le tablier. L'ensemble est appelé Bowstring. Cette structure est née d'une conjonction d'idées entre l'architecte Pierre Million et l'équipe d'ingénieurs de chez IOA A2I. Dès l'origine, Pierre Million voulait une solution très pure, sans décor, de manière à fondre l'ouvrage dans le paysage. Le franchissement du pont devait se faire en un regard et s'insérer discrètement dans la topographie du Prêcheur. On a donc fait plusieurs présentations avec la population du Prêcheur. C'est un projet qui a été très bien accueilli, à telle enseigne que quand ils ont commencé à voir le projet se brouter, ils ont vu qu'il y aurait un gabarit très important entre le dessous du pont et la rivière, et ils se sont dit « Waouh, là, maintenant on va être tranquille, on n'aura plus d'arrivée de lahar, on va être protégé tant au niveau des abîmes qu'au niveau donc, du Prêcheur. » Ce projet respecte surtout l'environnement particulièrement fragile de la Martinique. La longueur du tablier permet à l'équipe d'ingénieurs et à l'architecte d'envisager ce parfait Bowstring. Pour concevoir un tel projet, le groupement de maîtrise d'œuvre a dû prendre en compte le contexte géologique particulier du site et imaginer des fondations profondes permettant de reprendre les sollicitations sismiques et hydrauliques du site. L'ancienne institution en place à l'époque confie donc la réalisation de l'ouvrage au groupement d'entreprises Comabat, Bachy-Fondaco et Berthold. Un défi de taille pour le maître d'œuvre et les entreprises sélectionnées pour l'aventure. Le challenge donc pour ce chantier, c'est essayer de respecter les délais, ce qui n'est pas toujours évident aux Antilles, puisque les travaux généralement aux Antilles, on prend toujours un peu de retard parce qu'on a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de différentes choses. Pour bâtir cet ouvrage particulier, une dizaine de professionnels de l'entreprise Bachy-Fondaco assurent la délicate réalisation des fondations. Alors ici, le challenge, c'est on est dans le cas particulier avec des conditions géotechniques très particulières puisqu'on est dans le lit d'une rivière avec des gros blocs. Donc le challenge pour nous, c'est de pouvoir réaliser des fondations, donc traverser tous ces horizons avec des gros blocs pour réaliser les fondations profondes. Durant 48 jours, les foreuses réalisent 24 forages pour soutenir le futur pont. Chaque pieu mesure 1 mètre de diamètre et 18 mètres de haut. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'océan Atlantique, l'épopée se poursuit à Dieu-sur-Meuse, près de Verdun. Dans ces immenses ateliers, la pièce maîtresse du pont prend forme peu à peu, grâce au savoir-faire d'une dizaine de personnes. Pour fabriquer un pont comme le Prêcheur, il faut 2 mois, 3 semaines de découpe et pratiquement 1 mois de fabrication, d'assemblage et de soudage. Une fois terminée, la charpente métallique de 440 tonnes voyage en convoi exceptionnel jusqu'à Anvers en Belgique, avant d'embarquer en cargo maritime pour un périple de 3 semaines jusqu'en Martinique. Toute l'originalité du pont réside dans cette arche métallique.
C'est un ouvrage qui se fait assez rarement déjà en métropole, donc qui est une première pour la Caraïbe. Donc il s'agit d'un arc métallique qui retient par des suspentes le tablier, avec des amortisseurs, au séisme qui est très difficile à concevoir. Par contre, le rendu est vraiment très beau. Justement, après 3 semaines en mer, les pièces du géant d'acier arrivent enfin à Fort-de-France. C'est le branle-bas de combat sur le port de commerce. Les 2 plus grosses grues de la Martinique, de 220 tonnes chacune, sont mobilisées pour réceptionner la charpente morcelée. Mais leur voyage n'est pas terminé. Elles vont de nouveau transiter, mais par la route cette fois-ci. Une trentaine de kilomètres séparent la charpente du reste du chantier. Pour déplacer toutes les pièces du puzzle, les 14 convois exceptionnels de l'île ont été réquisitionnés et une vingtaine de personnes est engagée pour cette mission. Certains éléments faisaient jusqu'à 18 mètres de long, donc pesaient entre 30 et 40 tonnes pour certains. Donc ce qui veut dire que c'est des convois exceptionnels en termes de longueur, mais pas en termes de largeur. Donc ce qui fait qu'on était dans une configuration de catégorie 2 en convoi routier. Poutre de rive, charpente, tirant, l'ensemble des pièces du convoi pèse 440 tonnes. Mais avant d'atteindre le prêcheur, cet important volume d'acier doit passer par les rues étroites de Saint-Pierre, la commune voisine. En plus des contraintes de temps, la mission se corse. On avait 3 soirées pour traverser Saint-Pierre et au final on n'en a eu que 2. Donc du coup on a dû faire un premier soir, il y avait 3 camions et un autre soir, il y avait 7 camions. Pour faciliter la manœuvre des véhicules dans la localité, le transport se fait de nuit et à contresens de 21h à 2h du matin. Après avoir franchi l'étape de la traversée de la commune, les convois déchargent leur cargaison dans un ordre précis. Les éléments donc sur le port de Fort-de-France étaient tous répertoriés. Le but était d'amener dans un premier temps tous les éléments en rive droite, donc ici, et ensuite tous les éléments en rive gauche. Un autre défi attend maintenant toutes les équipes du chantier. Situé à flanc de montagne, le pont repose aussi dans le lit d'une rivière où vit un écosystème fragile. Il faut impérativement s'adapter à l'environnement. On est contraint par ce qu'on appelle la loi sur l'eau. Et donc la loi sur l'eau nous impose de travailler de certaines façons, de façon à protéger à la fois les espèces de poissons, tout ce qu'il y a dans la rivière, la faune, la flore. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ces grues imposantes ne peuvent pas descendre une pente supérieure à 10%. Alors les équipes se mobilisent pour aménager des espaces plans tout en respectant la vulnérabilité du site. Et pour ce faire, on a mis ce qu'on appelle des matelas rénaux. Donc les matelas rénaux, c'est l'équivalent des gabions, qui sont des empilements de cailloux dans des cages en métallique. Et là, seulement c'est plat, ça fait 30 cm. Et on en a mis sur une bonne partie du lit. Comme ça respecte l'écoulement des eaux. On ne fait pas de barrage, l'eau continue à circuler dessous. Et ça permet de recevoir les charges des grues. Dès que le lit de la rivière est stabilisé, il faut encore consolider la pallée qui maintient tous les éléments installés non soudés entre eux. Ensuite, les 2 grues procèdent au levage des éléments pendant 2 jours. Effectivement, on a un levage en 2 phases. Une première phase où une seule grue va prendre la charge entièrement et l'envoyer le plus loin possible. Et puis ensuite, une phase de pause et de reprise par une deuxième grue qui permet d'aller envoyer la pièce suffisamment loin pour l'avoir en position. Et comme vous avez vu, avec une grue dans la rivière, une grue sur la berge, de telle manière qu'on arrive à faire le travail. Une étape délicate à coordonner, mais qui heureusement se déroule sans encombre. Plus tard, le tablier métallique est complètement assemblé en phase provisoire. Il est prêt pour les soudures. Alors il y a un ordre, on va souder d'abord le tirant, parce que c'est la partie basse qui résiste aux poussées. Après on va souder les arcs, et puis après on a tout ce qu'on appelle les entretoises, qui sont les éléments transversaux du pont, qui vont être soudés les uns après les autres. Le travail des soudures est à lui seul une tâche d'orfèvre. On doit respecter une épaisseur de joint, donc ça peut être 3 mm, 5 mm entre 2 éléments. Alors quand on voit des éléments comme ça qui font 40 tonnes pour certains et qui sont en tôle de 40 et qui doivent s'assembler à 3-4 mm, vous imaginez un peu le réglage suisse d'horloge qu'il faut pour mettre tout ça en place, quoi. Après des semaines de soudage, les suspentes sont installées et la travée peut être décintrée. À ce stade des travaux, la pose et le réglage du ferraillage sont aussi terminés.
Cette phase se déroule sur environ 3 mois avec une dizaine de professionnels à l'œuvre. 60 tonnes d'armature soutiennent le tablier. Sa conception est plus complexe et nécessite la formation d'ouvriers. L'équipement qui a été utilisé pour réaliser le tablier est un équipage mobile assez spécifique parce qu'il a dû être conçu spécifiquement pour cet ouvrage à cause des deux caissons en partie inférieure, donc un équipage supérieur et un équipage inférieur, un qui permet de déplacer le coffrage, l'autre de le remonter. Donc on a formé notre personnel à pouvoir utiliser cet équipage. Ensuite, le bétonnage du tablier a été conçu par pianotage. Le pianotage consiste à bétonner un plot, ensuite un autre, mais pas forcément en suivant dans un sens logique. Pour bétonner, les équipes n'ont pas pu descendre dans le lit de la rivière. Le challenge était de trouver une pompe assez grande pour atteindre le centre de l'ouvrage. Cette étape de la construction comptabilisait près de 200 mètres cubes de béton pour près de 60 tonnes d'armature. À ce stade des travaux, le pont est presque abouti et le personnel en est aux finitions. Faisons les finitions, c'est-à-dire nous coupons les oreilles de levage qui ont servi à lever les poutres, dont l'arc principalement. Donc on n'avait pas accès tant que le tablier n'était pas coulé. Et actuellement nous sommes en train d'acquérir ces oreilles, le meulage. L'arquérage offre surtout plus de précision. Actuellement, lorsque nous arquérons, déjà, nous ne chauffons pas le pont. C'est-à-dire que la tôle n'est pas mise en chaleur. Manipuler un chalumeau dans ce contexte risque d'endommager fortement une partie de l'arche et limiter ainsi sa durée dans le temps. Aux abords de l'ouvrage, les équipes bâtissent différents types de murs sur chaque rive. En rive droite, il y a les murs en atalus qui est en train de se monter où la moitié est déjà posée. Ensuite, en rive gauche, nous avons un mur en béton armé qui sera terminé d'ici une semaine. Et une fois que l'ouvrage sera en service, il va nous rester à réaliser les murs en gabion. Cet ouvrage unique marque déjà le ciel de sa courbe. Il faut maintenant lui donner sa couleur. La société SPI s'attelle à la peinture de l'arche, des embases, des tirants et du dessous du tablier. Chaque élément présente des spécificités. La couche de finition de l'arc est entièrement réalisée au rouleau pour éviter toute projection, et cela jusqu'à son point culminant à 15 mètres. Sous le tablier, la peinture s'est faite au pistolet. Pendant ce temps, au sol, on prépare les berges de la rive avant la pose de l'enrochement. Les terrassements, ça consiste à retirer les matériaux pour régler les talus et puis ensuite pour poser les enrochements. Alors fin 2016, l'enrochement débute en amont de l'ouvrage. À ce stade, les remblais prennent forme des deux côtés du pont pour permettre l'accès au tablier. La proximité du chantier avec 2 carrières facilite les approvisionnements. Donc nous travaillons avec les carrières de Foncadonville et Sablim, mais nous avons également l'autorisation de récupérer les roches que nous sortons lors des terrassements dans la rivière. Cette étape de l'enrochement fait appel à plusieurs corps de métier. Les enrochements, il y a la partie inférieure qui est bétonnée aussi, également. Il y a la partie supérieure qui est en enrochement libre, mais la partie inférieure est bétonnée. Donc on peut faire appel à des intérimaires pour compléter, renforcer les équipes. Une équipe exclusivement locale gère cette partie du chantier. Cette étape nécessite un volume de 15 000 tonnes de roches. 2 années se sont écoulées depuis le début des travaux. L'aventure touche bientôt à sa fin. Mais avant d'ouvrir l'ouvrage à la circulation, les derniers intervenants posent les équipements, des garde-corps au trottoir. Mais ce qui fait surtout tourner les têtes, ce sont les jeux de lumière visibles à la nuit tombée. La société lyonnaise Les Éclaireurs a décroché le chantier Préchotin avec le groupement de maîtrise d'œuvre. L'enjeu de ce projet lumière est d'éclairer pour la sécurité tout en le mariant à l'esthétique. L'emplacement de l'éclairage permet de mettre en avant la forme particulière de l'ouvrage. 2 sources de lumière sont disposées de part et d'autre du pont et l'éclairent par en dessous. Lumière et forme, ces 2 éléments sont indissociables. Le caractère unique de ce pont réside aussi dans le traitement visuel des alentours. Pour valoriser l'ouvrage, il a fallu corriger l'éclairage urbain à proximité. L'éclairage à LED a remplacé les anciennes ampoules trop éblouissantes. Les abords sont ainsi mieux éclairés. La mise en lumière est assurée par plusieurs types de luminaires. 4 appareils d'éclairage sont placés directement au sommet du pont afin d'illuminer la chaussée. Un ruban de LED souligne le tablier et 4 rampes à LED éclairent l'arche. Ce système offre une variation de couleurs et consomme très peu d'énergie.
Toutes les entreprises locales et métropolitaines ont allié leurs forces pour ériger cet ouvrage tant attendu par les riverains. La Martinique offre un aperçu de la qualité de sa main-d'œuvre et bénéficie des savoir-faire nécessaires inhérents aux infrastructures de franchissement. On le prouve tous les jours, hein. Ici, en termes de toutes les compétences qui sont associées pour construire cet ouvrage, ce sont des compétences qui sont locales. Et comme la nature a toujours le dernier mot, début 2018, la Montagne Pelée met ce nouvel ouvrage d'art à l'épreuve. Une série de puissants lahards dévalent le relief de nuit comme de jour. Les habitants et l'école voisine sont évacués à plusieurs reprises. Là, c'est arrivé début janvier. L'ouvrage avait été réceptionné, inauguré, tout le monde passait dessus. Il n'y avait plus l'ancien ouvrage, donc il y avait de la place sous l'ouvrage pour faire passer les lahards. Mais quand on a vu les volumes de matériaux qui étaient tombés du piton Marcel ou de la falaise sans père, suivant les appellations des uns et des autres, on s'est dit que ça n'allait pas être fini tout de suite. Et pour cause, pendant 2 mois, les coulées de boue se succèdent. Chaque épisode dépose plus d'1,50 m de matière dans la rivière. Début mars, le dépôt de boue et de roches culmine à 4,50 m. Grâce à ses 9 mètres de haut, le pont surplombe l'événement. 7 ans après la destruction partielle du premier ouvrage, les riverains du Prêcheur peuvent à présent vivre en harmonie avec leur environnement. Le nouveau pont, conçu pour une durée de vie de 100 ans, leur assure aujourd'hui des déplacements sereins, quels que soient les affres de Mère Nature.